Bonjour à tous. Je parle à notre nom à tous les deux. On est très heureux d'être là. On remercie Lisa de nous avoir invités à cette journée qui promet d'être riche et qui l'est déjà et qui surtout promet de futures, j'imagine, collaborations, de futurs travaux de recherche très stimulants. Donc, moi, je suis Elsa Gatelier. Donc, comme ça a été dit, je suis ingénieure de recherche au laboratoire Regard. J'ai eu l'occasion de faire ma thèse sur le no-tourisme, le développement de no-tourisme en Champagne. Je suis donc économiste de formation, donc ça va un petit peu se ressentir sur ma façon d'aborder la patrimonialisation, qui est un petit peu différente de la façon dont on l'aborde les géographes. Voilà pour ça, je laisse Sylvie se présenter avant d'introduire. Bonjour à tous, donc moi Sylvie Joly, praticien, chercheur, praticien parce que j'ai été dans le domaine opérationnel du tourisme pendant 12 ans, de l'onotourisme, et puis ensuite j'ai basculé dans le monde de la recherche. J'ai donc une thèse en géographie, une thèse de en géographie, et voilà, donc j'ai aussi cet aspect un petit peu pratique des choses, et je collabore maintenant depuis plusieurs années avec Elsa sur les questions no-touristiques, et notre terrain de prédilection, c'est la Champagne, vous le verrez dans cette présentation. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, avant d'aborder ça, c'est donc les résultats de nos collaborations avec Sylvie, mais qui ont été menées dans le cadre de recherche-action, donc de collaboration avec des acteurs de terrain, et en particulier l'association qui gère le bien UNESCO en Champagne, puisque la Champagne viticole est inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Donc, le plan de la présentation en 3 temps. Tout d'abord, aborder la patrimonialisation des vignobles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la patrimonialisation, très rapidement, et en illustrant du coup avec le cas de la Champagne viticole. Ensuite, de ce patrimoine viticole, comment en fait on le met en tourisme, et surtout, c'est moins comment on le met en tourisme que quels impacts en fait de cette mise en tourisme du patrimoine viticole sur les territoires des vignobles. Et enfin, comment ces questions d'impact posent la question de la durabilité, cette fois la durabilité de la destination touristique, c'est-à-dire du vignoble ou du terroir transformé en fait en destination no-touristique. Donc là, on s'essaiera une définition et puis on mettra en évidence de premiers points pour gérer durablement ces destinations. Alors, très rapidement, les patrimoines de la vigne et du vin, puisque depuis ce matin, c'est la première fois qu'on va l'aborder comme ça. Le patrimoine, je voulais juste remettre et rappeler que c'est fait de, voilà, c'est un ensemble très divers, de tout plein de choses. Vous voyez, la gastronomie, la toponymie, qui est le nom des lieux, le paysage, l'histoire, l'architecture, mais aussi le folklore, les traditions, les festives, etc. C'est aussi du patrimoine matériel, du patrimoine immatériel comme les savoir-faire, comme les institutions aussi qui régissent les filières, un patrimoine productif également avec les outils, etc. Donc voilà, rappelez que c'est un ensemble très très divers et qui est tout à fait spécifique puisque c'est du patrimoine à chaque vignoble. On va retrouver un patrimoine paysager dans tous les vignobles, mais voilà, chacun ayant ses spécificités. Je vous propose une définition qui est celle de Christian Barrère, donnée en 2007. Donc, c'est un économiste du patrimoine qui est à Reims, aujourd'hui émérite, mais on a plusieurs économistes du patrimoine à Reims qui se sont essayés à définir économiquement ce qu'est le patrimoine, ce que ça signifie. Donc, c'est ça que je vous propose là. Christian Barrère ayant travaillé plutôt sur le patrimoine culturel lié au Champagne. On a beaucoup de personnes qui travaillent aussi sur les aspects de biodiversité, etc. Donc, le patrimoine, c'est un ensemble attaché à un titulaire. Donc, ça, c'est très important. Le patrimoine est toujours attaché à un titulaire. Il n'appartient pas à quelqu'un. On ne met pas en évidence ce droit de propriété là, mais c'est rattaché à un individu ou un groupe. C'est spécifique, comme on le voit là. C'est un ensemble de tout plein de choses, comme je l'ai montré dans le petit nuage de mots, qui sont construits ou non historiquement et qui surtout se transmettent par le passé. C'est bien ça du patrimoine, c'est quelque chose qu'on se transmet d'une génération à l'autre. Donc, il y a un aspect futurité qui est très important. La patrimonialisation, maintenant. Ça ne marche pas. Excuse-moi. Ah. Excuse-moi. OK. La patrimonialisation. Donc, encore une définition des économistes du patrimoine, mais je trouve que c'est très éclairant. Donc, la logique patrimoniale, le fait de patrimonialiser, c'est une logique d'organisation des relations économiques
de sorte à ce que le groupe social concerné, c'est-à-dire les titulaires de ce patrimoine dont je parlais, puissent organiser leur perpétuation générationnelle donc dans le temps et aussi territoriale, ancrée sur un territoire. Donc, avec le patrimoine du vin, on est bien là-dedans. On a des titulaires du patrimoine qui sont les professionnels du vin, hein, des vignerons, des négociants, des coopératives, etc., qui cherchent en patrimonialisant à ce que cette activité viticole se poursuive dans le temps, mais aussi dans nos vignobles européens, appellation d'origine, s'ancre sur le territoire. Donc, cette logique, dit autrement, c'est vraiment de sélectionner des éléments caractéristiques de la viticulture, à un endroit donné, de les sélectionner, de les ériger en patrimoine, parce qu'on envisage, enfin les titulaires de ce patrimoine envisagent qu'ils vont être porteurs économiquement pour le futur. Voilà. Donc ça, c'est très important et c'est vraiment la perspective économique, mais qui, on va voir, est importante pour la suite. En Champagne viticole, pour illustrer ça, on peut dire qu'il y a eu deux grandes phases. Alors, je vais les illustrer avec, en trois dimensions. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de patrimonialiser? Quel type de patrimoine en sont sortis, on va dire? Et enfin, quel a été le vecteur de patrimonialisation? Qu'est-ce qui a permis à cette patrimonialisation de se faire et de s'instituer, on va dire? Première aléa déclencheur, comme dans beaucoup de vignobles, hein, c'est le contexte post-phylloxérique et la fraude, donc fin 19 fraude de certains négociants qui usurpaient le nom de prestigieux vignobles, de prestigieuses appellations qui n'existaient pas encore, de prestigieux noms de vins en n'utilisant pas les grappes de la provenance. Okay, ça, je pense que quand on travaille sur le vin, on a plutôt ça en tête. Donc, fin 19e, début 20e, on est dans un contexte très difficile dans les vignobles. Les vignobles sont en reconstruction. Les négociants qui ont travaillé pendant très longtemps, notamment en Champagne, à la notoriété de la marque, n'ont plus en fait assez de vin pour vendre ce prestigieux champagne. Donc, ils font appel à d'autres régions de France, du sud de la France notamment, voire du Maghreb, pour s'approvisionner en quantité. Et ils appellent ça champagne, alors que les raisins n'en viennent pas. Les vignerons ne sont pas d'accord du tout. Il y a des révoltes, etc. Il y a une histoire très intéressante à lire sur ça, notamment sur la Champagne. Et donc, on a un contexte favorable qui se met en place on appelle ça carrément un lobby, en fait, en faveur de la reconnaissance de l'origine des raisins et donc de l'origine des vins. Et donc, on a un type de patrimoine là qui va être institué, c'est un patrimoine plutôt réglementaire, c'est-à-dire c'est la loi pour l'appellation d'origine. Mais autour de ça va graviter tout plein de choses, notamment les prémices d'une interprofession. Ce n'était pas vraiment interprofession puisqu'elle arrive plus tardivement, mais voilà, tout un système plutôt réglementaire et institutionnel se met en place pour protéger l'origine des raisins pour faire du champagne. On retrouve des choses similaires dans plusieurs vignobles, notamment en France, aussi la Bourgogne. Et la Bourgogne et la Champagne en particulier ont particulièrement lutté pour obtenir cette loi sur les appellations d'origine et en sont, on va dire, à l'initiative du lobby pour obtenir cette loi. Donc voilà, ça a donné un type de patrimoine réglementaire et institutionnel. C'est très bien documenté par les travaux de Christian Barrère. Deuxième période, deuxième phase, c'est l'intensification de la concurrence et difficultés au début dans les années 90 en Champagne et qui se sont poursuivies ensuite, la crise de 2008, etc. Bref, des conditions plus difficiles pour vendre économiquement et en plus, une intensification de la concurrence du Nouveau Monde. Hein, il y a des régions qui ne produisaient pas de vin avant qui se mettent à en produire de manière très offensive et à bas coût et à inonder les marchés, et notamment en effervescent. Donc, le champagne, à cette époque, a une frayeur en se disant, mais si on se fait alors remplacer par les effervescents qui vont surfer sur les mêmes codes que nous, on a mis des siècles en fait à construire, voilà. Comment on fait? Donc là, le vecteur de patrimonialisation, ça a été d'initier une candidature sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO du patrimoine du champagne. Donc, ça a été initié en 2006 et l'inscription a eu lieu en 2015. Donc là, on a changé de type de patrimoine. Là, on est sur des aspects culturels. Hein. C'est une façon de redire au monde entier le fameux slogan champenois « Il n'est champagne que de la Champagne ». C'est une façon
de reterritorialiser la production de champagne. Dans les deux cas, c'était le cas. Hein. L'AOC s'est territorialisée, voilà, avec l'appellation d'origine. Et cette deuxième phase, c'est aussi territorialiser. C'est aussi de se dire, oh là là, on a des concurrents effervescents qui surfent sur les codes, mais il faut rappeler au monde que le champagne, on ne le fait qu'ici. Et donc, ce n'est pas un outil législatif, l'inscription UNESCO, on va voir qu'il n'y a rien de coercitif là-dedans. Mais en tout cas, ça permet de donner un coup de projecteur à la Champagne et de rappeler que voilà, on fait le champagne seulement ici. Très rapidement, quelques mots sur ce qu'est la candidature, ce qu'est l'inscription, ce qu'est le bien UNESCO en Champagne. Donc, il se nomme Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Et je vais vous présenter les 3 critères qui justifient la valeur universelle exceptionnelle, parce que quand on est UNESCO, donc il faut justifier la valeur universelle exceptionnelle de notre bien. Donc, ils y répondent par le critère 3 qui correspond au fait que le bien doit témoigner d'une tradition, d'une civilisation. Donc, dedans, il y a les savoir-faire, il y a plusieurs choses que vous pouvez lire là, mais en particulier, la capacité des champenois à s'organiser en interprofession, à protéger leur appellation, donc les aspects historiques qu'on a évoqués, là, sont aussi dans les aspects tradition et civilisation qui ont permis de retenir le bien champenois de l'UNESCO. La deuxième chose, donc c'est le critère 4. Là, c'est les ensembles paysagers ou ensembles architecturaux. Et en Champagne, on y répond avec la notion de paysage vertical, où la craie se trouve comme trait d'union. Donc, on le voit dans les caves, sur les coteaux et dans les maisons. Dernier point, un patrimoine immatériel, celui qui est lié aux traditions, aux idées, croyances, aux œuvres, et qui, en fait, est relatif à l'image symbolique que le vin de Champagne a dans le monde, celui de la célébration, et qui est aussi porté par les arts. Vous pouvez le voir avec 2 tableaux, qui sont le déjeuner d'huîtres et le déjeuner de jambon, si ça vous intéresse à les regarder, qui montrent bien que depuis très longtemps, le champagne également est porté par les arts. Alors, bien sûr, nous voilà à une question importante. Maintenant qu'on a érigé certains éléments au rang de patrimoine, eh bien, se posent 2 questions. Le protéger et le valoriser. Première question, donc, protection patrimoniale et durabilité. Donc là, je vous propose le cas UNESCO, mais on pourrait tout à fait en sortir. Le cas UNESCO nous donnant simplement un cadre utile pour réfléchir. Donc, être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, je le disais, ce n'est pas coercitif. Ça ne donne pas de protection, mais ça exige du territoire de se doter d'un plan de gestion pour protéger cette valeur universelle exceptionnelle. Il y a 2 façons de le faire. S'appuyer sur les outils nationaux de protection du patrimoine, donc les outils de la DRAC et les outils de la DREAL. Les outils de la DRAC pour la protection du patrimoine culturel, monuments historiques, aires de mise en valeur du patrimoine, et puis les outils de la DREAL, parce que je pense notamment aux vignobles bourguignons, qui sont aussi à l'UNESCO, qui ont des arrêtés pour biotopes dans certaines combes qui sont des failles sur la côte bourguignonne. Ça se... Voilà, c'était pas dans le bon sens. Deuxième type d'outil, la gouvernance locale. On exige une organisation avec toutes les parties prenantes et que les démarches de gestion se fassent de manière partagée et que tout le monde en soit d'accord, donc vignerons, mais aussi collectivités territoriales, etc. Donc, des questions qui se posent, on a déjà un peu évoqué au fil du colloque, c'est protéger, est-ce que ça revient à figer, est-ce que ça revient à muséifier? Et là, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. On n'a pas encore les réponses, mais en tout cas, ça justifie qu'on s'y intéresse. En Champagne, il y a une réflexion sur les vignes semi-larges qu'on trouve déjà dans beaucoup de vignobles. Et il y a aussi des réflexions sur les panneaux photovoltaïques, etc. Comment concilier ce patrimoine qui a été protégé, que je vous ai présenté en 3 critères, avec des enjeux de durabilité. Et les paysages UNESCO sont inscrits, les sites viticoles sont souvent inscrits au titre des paysages culturels évolutifs vivants. Et donc, quelle souplesse donnera l'UNESCO par rapport à muséifier et à laisser le patrimoine évoluer? Donc, nous voilà à la mise en tourisme, le deuxième aspect de patrimonial.
Alors, je vais reprendre à la suite d'Elsa. La mise en tourisme du patrimoine viticole. Hop. Donc, le no-tourisme, c'est la question qui se pose, va-t-il toujours dans le sens d'une valorisation du patrimoine ou peut-il l'altérer? Alors, le no-tourisme, il y a des impacts positifs. On ne va pas les développer ici parce qu'on les connaît tous. Au niveau de l'exploitation, au niveau du territoire, on ne va pas le développer. Ce qui nous intéresse ici dans notre intervention, c'est qu'il peut également y avoir apparition d'effets pervers à plusieurs niveaux, puisque le tourisme est susceptible d'exercer une pression sur la capacité de charge des régions viticoles. Ça a été soulevé dans un rapport qui s'intitule « Paysage d'exception, paysage au quotidien et une analyse comparative des sites viticoles européens du patrimoine mondial ». Alors, évidemment, ce rapport concernait les sites viticoles inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais on voit bien que ces effets pervers, ils peuvent apparaître, et ils apparaissent d'ailleurs dans des vignobles qui ne sont pas nécessairement inscrits. Alors, l'une des personnes qui a contribué à ce rapport, c'est Aline Brochot, qui est géographe, et qui montre bien dans ses travaux, dans ces articles que je vous invite à lire, quels peuvent être en fait ces différents effets, ces impacts, ces effets pervers, ces impacts négatifs. Alors, quand on pense à capacité de charge, on pense tout de suite à la capacité de charge environnementale. Donc, par rapport à la Champagne, si on prend le cas de la Champagne, qui a fait son bilan carbone, elle a estimé à environ 18% l'impact des déplacements. Alors, dans les déplacements, il y a aussi bien domicile-travail, je me rends dans les vignes pour travailler, et puis dedans, il y a effectivement aussi les déplacements des visiteurs. On ne sait pas forcément évaluer, mais il y a un impact, donc des émissions de gaz à effet de serre par rapport au déplacement des visiteurs. Donc, d'où une réflexion aussi sur les mobilités douces dans ce type de région. Là, je vais prendre un autre exemple, je vais sortir de la France, je vais prendre le cas de l'Australie, qui est un petit peu particulier, mais qui est quand même intéressant à aborder. La problématique de l'Australie, aujourd'hui, des régions viticoles, c'est de concilier biosécurité et no-tourisme. Le no-tourisme est très important en Australie, ça fait partie de leur modèle de développement économique, sauf que l'Australie, contrairement à nous, sont toujours embêtés avec la phylloxéra. Donc, il y a des zones qui sont infestées, d'autres qui ne le sont pas, et leur travail, c'est d'essayer de faire en sorte que ces zones non infectées le restent. Et puis, voilà, le problème qui se pose, c'est que quand on visite des vignes, des vignobles, donc là, je vous ai pris l'exemple de la région de Victoria en Australie, eh bien, on va propager en fait ce petit virus. Ça nous fait penser un petit peu au Covid qui nous embête là depuis quelques temps, puisque, évidemment, c'est un insecte qui va se mettre sous des semelles de chaussures, et puis on va visiter une vigne, on va passer dans une autre, et on propage comme ça l'insecte. Donc, il y a des recommandations qui sont faites par le gouvernement et l'interprofession australienne du vin, qui est de dire que d'alerter en fait les exploitations sur faites attention, protéger les zones non infestées, éviter d'y envoyer des visiteurs. Et puis, on va trouver, vous voyez, des panneaux comme celui-ci, un petit panneau jaune, qui prévient les visiteurs, attention, ne prenez pas, ne déplacez pas du matériel d'une vigne à l'autre, soyez vigilants là-dessus. Donc, voilà un exemple d'impact environnemental. On pourrait également parler aussi de la dégradation des vignes quand il y a un peu trop de visiteurs. C'est des vignes qui peuvent être un petit peu dégradées, de la cueillette sauvage, des rejets de déchets, des choses où, voilà, dès qu'on a une activité touristique qui s'intensifie, voilà, c'est des effets pervers qu'on peut remarquer et qui peuvent être gênants, assez polluants. Mais il n'y a pas que la dimension environnementale. Quand on parle de capacité de charge, il y a aussi la capacité de charge sociale. Qu'est-ce que génère en fait l'activité no-touristique? Ça génère une coprésence entre des vignerons et des no-touristes. Alors là, je vous ai mis une photo que j'ai prise en baladant en Bourgogne, à Beaune. Vous voyez donc sur chaque extrémité de la photo un touriste avec son sac à dos, en train de faire sa petite randonnée dans le vignoble. Et puis, juste à proximité, vous avez le vigneron qui est habillé de la tête aux pieds avec son masque et qui est en train de traiter ses vignes. Donc voilà, comment est-ce qu'on gère en fait cette coprésence entre les vignerons et les no-touristes. Alors, toujours pour reparler d'Aline Brochot, elle a constaté aussi comme ça des tensions en fait entre touristes visiteurs, touristes et vignerons à Lavaux, où un vigneron s'était fait rouspéter parce qu'il gênait avec son tracteur les visiteurs qui se baladaient dans ce beau paysage, c'est celui de Lavaux. Un autre exemple sur cette compatibilité, en fait, cette question de la compatibilité entre les pratiques vitivinicoles et no-touristiques. Là, c'est toujours en Bourgogne, toujours à Beaune, le panneau pour le départ des circuits de randonnée. Donc, vous avez là en bas du panneau quelque chose qui est entouré, que je vous ai grossi.
Donc, qui mentionne que les chemins empruntés sont ouverts à la circulation, notamment d'engins agricoles. Soyez prudents et respectez les règles de sécurité. Les parcelles de vignes sont des propriétés privées qu'il convient de respecter. Ne jetez pas de détritus, partez avec des chaussures adaptées à la randonnée. Voilà. Et des conflits d'usage, il y en a eu aussi. Hein. Ça a été rapporté par un vigneron, un accident d'une personne qui est en VTT et qui s'est blessée avec un engin viticole. Voilà. Et en plus, il y a la question qui se pose juridique, hein, qui est responsable si quelqu'un se blesse sur un piquet de vigne. Enfin, voilà, il y a ces questions-là aussi qui sont à soulever. Puis de la pérennisation du patrimoine immatériel. Alors, par contre, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire de l'œnotourisme. Hein. Au contraire, c'est très vertueux, il faut en faire. Mais il faut être conscient, en fait, de ces effets pervers. Il y a un effet pervers qu'on a identifié, qui est identifié aussi pour la Champagne, donc par rapport puis de la pérennisation du patrimoine immatériel. Le risque identifié en Champagne, c'est qu'il y ait une détérioration de l'image symbolique unique au monde. Les touristes, quand ils arrivent en Champagne, ils ont un imaginaire autour du Champagne qui est très puissant et ils s'attendent à vivre quelque chose au moins aussi équivalent sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'il faut être à la hauteur en termes de prestations touristiques. Donc, on pourrait imaginer qu'il y aurait un risque pour la pérennité de l'activité économique. Si à un moment donné, ça banalise un petit peu le produit, ça fait redescendre en gamme, bon, il y a ce risque-là, en fait, où finalement le no-tourisme peut conforter, développer l'image du Champagne comme il peut la détruire. Donc, d'où ce concept d'éco-no-tourisme. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, c'était le thème du 52e Congrès national des œnologues en France, qui s'était tenu en 2012 à Aix-en-Provence. Et donc, c'était Joël qui était venu en parler et présenter ce concept. Alors, ce concept, pour nous, il recouvre deux dimensions. La première dimension, c'est la valorisation touristique des principes du développement durable appliqués à la vitiviniculture. C'est ce qui a été abordé ce matin. Mais c'est également la durabilité appliquée à l'activité œnotouristique. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup avec Elsa, en fait, c'est comment est-ce qu'on gère cette activité œnotouristique. Pour nous, les activités œnotouristiques, elles doivent être d'une part compatibles avec les activités vitivinicoles, acceptables par les communautés locales et respectueuses de l'environnement public. On aime bien parler d'œnotourisme symbiotique, vraiment un œnotourisme qui s'inscrit en symbiose avec l'activité du territoire, parce qu'il ne faut pas oublier que les régions viticoles, ce sont avant tout des régions productrices de vin, ils ne sont pas des terrains de jeu pour les touristes. Et voilà, et comment est-ce qu'on rend en fait ces deux activités compatibles et vertueuses lorsqu'elles s'ensemble. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on pense qu'il y a des mesures anticipatives à prendre en matière de politique de développement touristique. Elles sont de trois ordres, c'est la planification. La planification, c'est effectivement d'identifier quels sont les risques, en fait, les points un peu sensibles. Donc, on a parlé de celui de la Champagne par rapport au patrimoine immatériel et à l'image. Une fois qu'on a identifié ces points un peu sensibles, c'est le monitoring. Quels indicateurs on va mettre en place pour observer cela. Et puis, la régulation, en fait, réguler l'activité en fonction de ce que l'on peut observer en positif comme en négatif. Donc, avec Elsa, on a travaillé pour la mission Poteaux, Maisons et Caves de Champagne. On a produit un rapport sur l'analyse des incidences socio-économiques de l'inscription. Alors, on n'a pas réalisé l'étude, mais on a identifié et proposé des indicateurs de mesure et puis des indicateurs de mesure également pour un observatoire de l'œnotourisme en Champagne. Voilà, quelques mots de conclusion, Elsa. Oui. Je voulais juste pour replacer un peu cette intervention qui se décale un petit peu de ce qui a été dit ce matin, c'est peut-être il y a quelque chose à retenir, c'est qu'en fait la durabilité en matière de no-tourisme, c'est pas que environnemental, comme l'a montré Sylvie, il y a aussi des aspects socio-économiques. C'est pas seulement du matériel, il y a aussi la protection de l'immatériel, on l'a vu avec le cas de la Champagne, et c'est aussi un gage de durabilité. C'est pas seulement la mise en tourisme de pratiques environnementales développées chez le vigneron, c'est aussi penser l'œnotourisme comme une activité pour elle-même et qui doit être durable. Et voilà, et ça en était là. On n'en a pas parlé, mais la filière Champagne a fait un bilan carbone pour la filière. Et on se dit, mais en fait, il faudrait peut-être un bilan carbone aussi pour l'activité œnotouristique en elle-même. Voilà, merci pour votre attention.